Bien, bonjour à tous. Merci Jean-Baptiste, merci Monsieur le Vice-président pour cette invitation mais sans guerre de transition puisqu'on a déjà pris du retard. Donc, comme tu l'as dit Jean-Baptiste, on a un certain nombre de choses à voir et un certain nombre de questions à traiter. Et la première matinée va être évidemment autour des questions du bilan et l'état des lieux des concessions d'autoroutes. Donc avec Christophe Roux et Michael Karpenchif, nous allons aborder donc deux sujets. À la fois la question de la gestion domaniale pour Christophe Roux et l'adossement et les questions des rapports avec les collectivités territoriales avec le professeur Karpenchif. Malheureusement, je tiens à excuser le professeur François Brenet qui, pour raison personnelle, n'a pas pu être présent parmi nous. On espère qu'on aura quand même sa contribution dans l'ouvrage qui devrait paraître, je l'espère, à la suite de ce colloque. Donc, Christophe Roux, si vous voulez bien commencer, pour une vingtaine de minutes, je serai le gardien du temps. Merci Monsieur le Président. Quelques mots juste pour remercier tout particulièrement Jean-Baptiste Villa, qui me fait certainement l'honneur, mais aussi un peu l'amitié peut-être de m'avoir convoqué ici pour vous évoquer donc ce thème des concessions autoroutières, des sous-concessions et de la gestion domaniale. Alors, quelques chiffres valent parfois mieux que de longs discours. 9 références dans le rapport d'Hervé Mariton en 2005, une dans le récent rapport de l'ART, 12 dans le vôtre, monsieur le sénateur, pas le moindre dans celui de la Cour des comptes en 2013, ni dans son référé en 2019. Si l'on veut bien pour une fois s'accorder sur les chiffres, cela fait donc 22 références, 22 seulement, à la notion de domaine public pour l'ensemble de ces études institutionnelles consacrées aux concessions autoroutières. Alors si l'on sait bien ici, dans ce cénacle politique, que les statistiques sont moins signifiantes que les dynamiques, les premières laissent tout de même à penser instinctivement, d'une part, que le droit domanial ne tient pas, loin s'en faut, le haut du pavé dans les réflexions propres aux concessions autoroutières, d'autre part, et pour ce qui nous concerne, que le domaniste ici présent s'apprête peut-être à vivre 20 minutes d'allocution pénible, allure d'highway to hell, je l'aurais faite. En tentant de braver cette batterie sonore d'objections, on s'accordera sur le fait que ces faibles chiffres paraissent tout de même un peu paradoxaux, tant il est vrai que les autoroutes forment a priori l'un des terre-pleins de la thématique patrimoniale, au gré d'un champ lexical qui lui a souvent prêté le glaive. Alors chiffré pour celle concédée à 161 milliards d'euros en valeur absolue dans le compte général de l'État pour 2020, les autoroutes constituent, pour reprendre encore une fois le rapport Mariton, un patrimoine public à valoriser. Le terme évanescent n'étant du reste peut-être pas neutre, quand on songe qu'il est régulièrement utilisé pour masquer l'embarras propriétariste, comme pour mieux signifier qu'on en ignore le titulaire réel. Ailleurs, et quoique le vocabulaire soit juridiquement aussi impropre qu'infondé, nul n'ignore que certains appellent à nationaliser ou renationaliser des autoroutes prétendument privatisées par le passé. On rappellera enfin cette formule issue du désormais périmé arrêt Société-Entreprise Perrot, selon lequel les travaux publics autoroutiers appartiennent par nature à l'État, les contrats afférents devant revêtir dès lors un caractère administratif. Alors en prenant un peu de hauteur, les autoroutes apparaissent également, Jean-Baptiste l'a dit, aux interstices du couple terrible du droit public, unissant souveraineté et propriété publique, ces voies rapides ayant toujours été conçues comme un instrument essentiel du maillage du territoire et ce faisant comme un instrument de construction et de modernisation de l'État. Il reste enfin à se souvenir que par le passé, les autoroutes ont pu constituer l'un des laboratoires du droit domanial, que le tribunal administratif de Paris s'essaye à la constitution d'un domaine public mobilier praeter legem, au sujet précisément des actions publiques détenues dans les SCA, ou que le Conseil d'État et le juge des partiteurs redécouvrent à son sujet l'existence d'un domaine public virtuel ou par anticipation au travers des arrêts ASF ou Atlarl. Malgré tous ces éléments, il s'en faudrait de beaucoup pour que ce faible nombre d'occurrences suscite un étonnement réel. En tentant pour les besoins de la cause d'arpenter 3 voies, ici, la domanité publique autoroutière se révèle en premier lieu profondément éthérée, presque sui generis. Il en résulte corrélativement une gestion domaniale doublement absorbée.
Matériellement, celle-ci s'évanouit en effet au contact tout à la fois de l'activité, qui en est le support, le service public autoroutier, et de son instrumentum, la concession autoroutière, étant entendu que sur le plan organique, elle fait l'objet d'une externalisation quasi pleine et entière au profit du concessionnaire. Partant, et ce sera la troisième voie, à moins que le temps imparti la transforme en bande d'arrêt d'urgence, il en résulte que le domaine public autoroutier est atrophié, dont, au fond, on en aurait conservé peut-être les jambes, mais certainement pas la tête. Alors une domanialité éthérée tout d'abord, en ce que celle-ci paraît d'une part quelque peu fugitive, on va dire ça comme ça, et d'autre part spécifique, en s'écartant régulièrement des schèmes du droit commun, on va dire de la domanialité publique. Fugitive d'abord en ce que, premièrement, à proprement parler, il n'existe pas de domaine public autoroutier. Comme le reprend en effet l'article L121-1 du Code de la voirie routière, les autoroutes ne forment qu'une partie des voies du domaine public national, celle-ci n'étant définie qu'au travers d'une disposition générique, c'est l'article L122-3 du même code, selon lequel, je cite, les autoroutes sont des routes, donc sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et réservés aux véhicules à propulsion mécanique. Ce faisant, il en découle un premier particularisme, la domanialité publique des autoroutes, si tant est qu'elle existe, s'évade de la définition conceptuelle du domaine public qui est contenue à l'article L2111-1 du CG3P. Partant, elle s'évade de l'affectation au service public ou à l'usage du public. Les autoroutes intègrent en fait le domaine public au gré de leur affectation à la circulation publique, à l'instar de toutes les autres dépendances du domaine public routier. La coexistence des définitions légales et conceptuelles n'étant ni sans incidence ni sans conséquence. Nul doute qu'en s'affranchissant des affectations conceptuelles, elles gagnent d'abord en autonomie, autorisant sans doute plus aisément à ce que leur usage soit payant, ce qui, pour une dépendance domaniale faisant l'objet d'une utilisation tout à la fois collective, anonyme, non rivale et non exclusive, constitue tout de même un cas particulier, le principe de gratuité jouant théoriquement à plein dans ces hypothèses, comme se plaît à le reprendre l'article L122-4, dont on a à peu près tout dit, l'usage des autoroutes est en principe gratuit. Fugitive enfin, en ce que deuxièmement, s'agissant du moins de la plupart des autoroutes, celles concédées, leur domanialité publique paraît en quelque sorte suspendue, en reposant sur la notion de bien de retour. L'appellation étant, on le sait, trompeuse, dès lors qu'en fait ces derniers sont réputés appartenir ab initio à l'autorité concédante, à savoir l'État. Quoi qu'il en soit, si les autoroutes appartiennent dès leur mise en circulation au domaine public, tout se passe un peu comme si l'incorporation pleine et entière n'avait pas été pleinement réalisée, dès lors que, jusqu'à la fin du contrat, seul le concédant disposera de la jouissance effective des dits biens. À cela s'ajoutent quelques traits de caractère spécifiques, à l'instar du domaine public hertzien ou maritime, le domaine autoroutier n'appartient qu'à l'État, sauf à réserver quand même quelques petits cas particuliers ayant conduit au transfert d'autoroutes au profit de certaines collectivités, comme la métropole de Lyon ou la collectivité unique d'Alsace. Outre que cela accrédite l'idée d'un domaine souverain, voire éminent, la circonstance n'est sans doute pas indifférente, le régime domanial applicable à l'État, on le sait, relevant davantage de la haute couture et du sur-mesure que du prêt-à-porter. Il en va ainsi, entre autres, de ces modalités d'incorporation, un acte de classement se chargeant de la réaliser, là où le droit commun de la domanialité publique, dans le droit commun de la domanialité publique, le classement ne possède qu'un caractère recognitif et superfétatoire. La sortie du domaine devra, quant à elle, s'opérer par un même acte de déclassement, l'obligation se révélant cependant, sauf cas particulier, asymétrique, puisque là où le classement s'opère par la voie d'un décret en Conseil d'État, le déclassement sera acté par simple décret. On notera encore l'existence d'une procédure un peu bizarroïde de déclassement-reclassement, toute particulière, lorsque des voies autoroutières sont transférées au profit des collectivités, la circulation dite publique-publique des biens étant donc favorisée par ce biais, ceci accessoirement sans compensation financière obligatoire, si on s'en tient à la jurisprudence administrative. Ajoutons pour terminer, sans être exhaustif, trois derniers particularismes. S'il existe un voisinage du domaine public autoroutier, celui-ci ne dispose, sauf quelques vraiment exceptions résiduelles, d'aucune servitude à son profit et encore moins de quelconque aisance de voirie. Toutes les servitudes sont constituées ici au bénéfice du domaine. Deuxième particularisme, fruit de l'histoire, la distinction entre contravention de grande voirie et contravention de voirie routière s'appliquera ici, conduisant paradoxalement à ce que le juge judiciaire se retrouve juge de droit commun de la protection et de la conservation du domaine autoroutier, tandis que le juge administratif concentrera son action sur les litiges en matière contractuelle ou paracontractuelle. Enfin, si le droit de l'utilisation privative échappe peu au droit commun, il doit être réservé le cas particulier des redevances domaniales, dont s'acquittent entre autres les SCA.
Leur modalité de fixation résulte en effet de l'article R122-48 du Code de la voirie, qui, au gré d'une formule un peu complexe, mais honnêtement ça se décrypte pas trop mal, l'a fait reposer à la fois sur la valeur locative du domaine concédé et d'autre part sur le chiffre d'affaires qui est réalisé par les SCA, laissant entendre, et ceci conformément encore une fois au droit commun, qu'il est dès lors tenu compte de tous les avantages qui sont procurés par l'occupation. Alors sur le papier quand même, et pour s'en tenir à ce seul aspect, il faudra cependant convenir que la seconde variable, celle assise sur le chiffre d'affaires, se révèle quand même très loin des standards qu'on retrouve en matière domaniale, l'indexation représentant ici 0,055% du chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires, là où en pratique, alors comparaison n'est pas raison, je vais prendre le cas d'un petit occupant domanial, mais dans cette hypothèse, eh bien, il est fréquent que le seuil soit fixé entre 0,5 jusqu'à 3%. Ça va généralement pas plus loin. Ce 3%, on est quand même à 60 fois plus que ce que règlent, on va dire, les sociétés concessionnaires d'autoroutes en matière de redevance domaniale. On relèvera encore que la redevance en question constitue l'une des rares hypothèses de redevance affectée, son produit étant en totalité versé à l'Agence de financement des infrastructures de transport. L'emploi des redevances domaniales revêtant dès lors en la matière, je dirais quand même un caractère tout de même un peu circulaire. Ces particularismes, et j'en viens au second point, mais ils en découlent certainement, ces particularismes n'en demeurent pas moins masqués, en grande partie, tout absorbés qu'ils sont à la fois par l'activité, qui en est le support, le service public autoroutier, et l'instrument juridique qui en sert le dessein, à savoir la concession autoroutière, leur régime respectif venant dissiper quand ils ne viennent pas contrarier celui propre au régime domanial. Alors quelques éléments suffisent à s'en convaincre. L'automobiliste, on le sait, ne constitue pas un usager du domaine public autoroutier, mais un usager du service public administratif accessoirement de la circulation autoroutière, ce dernier acquittant donc non pas une redevance domaniale, mais une redevance pour service rendu lorsqu'il passe au péage. En somme, l'interposition d'un ouvrage d'art entre l'usager et le domaine autorise à ce que le service public lié à son exploitation l'emporte sur la relation domaniale. On continuera quand même, pardonnez-moi pour le prisme domaniste, de trouver cela un peu curieux, alors même que l'autoroute est sans doute moins le support d'une activité de service public que l'objet même de ce service public, ce qui justifierait du reste son expatriation de la définition conceptuelle du domaine public que je vous ai déjà évoquée. De même, les sous-occupations autoroutières sont-elles moins considérées comme des sous-concessions domaniales que des sous-concessions de services publics, depuis que le Conseil d'État, par un avis du 16 mai 2002, a estimé que les stations-service, autant que les activités de restauration sur les aires d'autoroute, gèrent une telle mission de service public au gré, je cite, de leur contribution à la sécurité et l'efficacité du trafic autoroutier, ce qui, disons-le franchement, n'allait pas de soi, comme le relevait déjà Laurent Richer en 2003. Alors de fait, un tel label de service public est généralement réfuté en matière domaniale dans des circonstances qui sont pourtant assez semblables, notamment s'agissant des restaurants situés dans de grandes emprises domaniales. On pense aux jurisprudences Gourdin, Le Sully d'Auteuil, Weber, ou peut-être la plus connue, Stella, Maillot, Auré-du-Bois, dans le bois de Vincennes, si je ne dis pas de bêtises. De même, pourra-t-on pointer une différence d'approche avec le droit domanial commun, où le juge se plaît quand même généralement à considérer que les obligations contractuelles qui sont imposées à l'occupant, type horaire d'ouverture, voire constitution d'une vitrine dédiée à l'artisanat local, etc., ces obligations contractuelles relèveraient seulement de celles que tout gestionnaire domanial peut imposer en vue de la meilleure exploitation du domaine et de sa valorisation, sans que cela impose la requalification en concession de service public. On relèvera encore une forme d'incohérence en la matière, puisque précisément c'est en retenant ce motif propriétariste que le tribunal des conflits est parvenu à écarter toute présence d'un mandat administratif dans l'arrêt du tribunal des conflits de 2015, ASF contre Garage des Pins, relatif au contrat de service de dépannage sur autoroute, considérant que le contrôle qu'exerce l'État propriétaire du domaine dans l'intérêt de ce dernier ne conduit pas la personne délégataire du service, à savoir ici le concessionnaire, à être regardée comme agissant au nom et pour le compte d'une personne publique, là où très franchement le cahier des charges des concessions suffirait peut-être à démontrer le contraire au gré d'indices patrimoniaux quand même assez nombreux. De son côté, l'absorption formelle, c'est-à-dire par les prescriptions contractuelles elles-mêmes, se révèle patente. Comme en témoigne, bien entendu, à titre central, la question des biens de retour, la théorie éponyme, ayant depuis lors largué ses amarres domaniales originelles pour mieux gagner les rives du code de la commande publique, où leur sort est désormais réglé. L'absorption se révèle encore dans le cadre des redevances domaniales acquittées par les SCA, dont on rappellera qu'elles furent augmentées, et ceci légalement, par l'État, ceci au regard de la meilleure exploitation du domaine et de sa valorisation,
le chiffre d'affaires des SCA ait augmenté sensiblement plus vite que celui des redevances. Par un protocole d'accord du 9 avril 2015, l'État devait toutefois venir compenser contractuellement cette hausse domaniale en accordant entre autres des hausses tarifaires au péage, l'ensemble étant déclaré légal par décision du Conseil d'État en date du 23 décembre 2016. On observera en premier lieu que cette modification est aujourd'hui autorisée par l'article 35 de l'annexe 1 au décret de concession. Cependant, à bien le lire, si les parties sont au terme de cette disposition invitées à se rapprocher pour décider d'une éventuelle modification contractuelle, c'est sous réserve d'une modification quand même tangible de l'équilibre économique du contrat, ce dont on peut quand même raisonnablement douter, hier comme aujourd'hui, lorsqu'on veut bien comparer les plateaux de la balance et leurs lestes respectifs. On observera en second lieu combien le sacro-saint équilibre concessif, qui n'a donc jamais été défini à la base, se charge d'immédiatement réinternaliser et retraiter une règle domaniale, étant entendu qu'il ne faudrait sans doute pas stigmatiser seulement les SCA dans cette hypothèse, l'État jouant peut-être un peu trop la schizophrénie ou peut-être la fausse naïveté en se couvrant alternativement soit de la casquette de propriétaire public, soit de l'autre, de sa casquette d'autorité concédante. Il n'en reste pas moins au final assez insatisfaisant de voir la résultante d'un avantage procuré au SCA, on parle ici de l'occupation domaniale, être lui-même neutralisé par le biais concessif. Cette absorption matérielle et formelle se double enfin d'une absorption organique, puisque la gestion domaniale se trouve presque en totalité externalisée au profit du concessionnaire, lequel semble ici se comporter au fond comme un propriétaire public, comme le reconnaît d'ailleurs le cahier des charges, confiant au concessionnaire le soin d'acquérir partiellement les terrains nécessaires à la concession, et ceci, je cite, pour le compte de l'État. C'est ce que vient encore confirmer l'article R 122-5-1 du Code de la voirie, qui lui-même renvoie à des dispositions accessoirement périmées du Code du domaine de l'État. Article donc qui vient reconnaître aux concessionnaires le pouvoir de délivrer des AOT, là où le Conseil d'État est venu rappeler récemment, et de manière d'ailleurs salutaire, que le concessionnaire ne disposait pas d'une telle prérogative du seul fait de sa qualité de concessionnaire. Il en résulte que les SCA délivrent en effet de telles AOT, et particulièrement en matière de télécommunications, ceci toutefois, précisons-le immédiatement, sous l'agrément toujours de l'autorité concédante, et fixe en vertu des pouvoirs classiques de gestion domaniale auxquels il est fait référence dans le cahier des charges, donc fixe les modalités de cette occupation, ce qui sous-entend aussi qu'elle fixe entre autres le loyer qu'elle compte appliquer à leurs sous-occupants, le droit positif ne semblant, je le précise, absolument pas faire obstacle à ce que le montant des redevances de sous-occupation domaniale excède celui des redevances de la primo-occupation domaniale. De ce point de vue, mais faute d'éléments en tout cas à ma connaissance, il sera quand même loisible de s'interroger sur quelques points. Est-ce que le montant de ces sous-redevances, appelons-les comme telles, intègre l'équilibre économique de la concession ? Le montant des redevances domaniales tient-il compte des avantages de toute nature procurés au SCA, et notamment ceux liés à la perception précisément de ces sous-redevances domaniales ? Quant à l'obligation d'entretien, c'est encore sur les SCA qu'elle pèse, au gré des articles 12 et 14, notamment du cahier des charges, celle-ci étant toutefois exprimée en termes extrêmement vagues. Alors, là, pour le coup, on va jeter la pierre sur personne, c'est un grand classique du droit domanial, nul besoin de s'en étonner, l'obligation d'entretien faisant partie de ces colosses au pied d'argile de la matière, souvent assénés, jamais réellement démontrés, ce n'est que par un conglomérat de fondements que l'obligation se décèle. Elle manque surtout de fermeté. Et comme ici, où elle n'est exprimée que par référence, je cite, aux règles de l'art, avec pour seule finalité réelle de protéger la continuité du service public, le côté qualitatif, quant à lui, de cette suggestion étant littéralement liquidé au regard d'un standard mot, la notion de bon état, dont demain, en fin de concession, il sera certainement beaucoup question pour appréhender le retour des biens éponymes dans le giron de l'État. Je vous renvoie de ce point de vue-là au rapport notamment de l'ART et au rapport sénatorial sur la question. Au fond, et j'en viens à mon ultime point, je serai plus court, la domanialité publique autoroutière matérialise sans doute le degré le plus prononcé de dissociation entre l'appropriation publique et les utilités de la chose, que le civiliste aime classiquement se représenter autour du triptyque usus, abusus, fructus. L'État n'en a ni l'usage, lequel est partagé au fond avec le public, ni la jouissance, ni véritablement la gestion opérationnelle, signant au fond l'improbable reviviscence d'un espèce de service public à la française, à ceci près que la gestion intégrée du service et du domaine revient non pas à une personne publique, mais à une personne privée.
On observera de ce point de vue que si l'État, en poursuivant la privatisation des SCA, entendait vraisemblablement se concentrer sur son rôle de régulateur, de manière à limiter les adhérences avec sa qualité d'actionnaire, rien n'imposait une telle privatisation au regard du droit de l'Union européenne. L'exigence, par exemple, en droit de l'Union européenne de séparation des gestionnaires de réseau et des opérateurs étant totalement inepte sur le domaine autoroutier. Plus grave peut-être, l'État ne semble pas être en mesure, au gré du prohibitif coût du rachat éventuel des concessions autoroutières, d'en recouvrer la maîtrise. Ce qui laisse à penser, accessoirement, que le Conseil constitutionnel en matière domaniale a peut-être fait preuve, conformément à son prétendu pédigré, d'une grande sagesse, pour le coup, en fixant des bornes temporelles aux titres domaniaux constitutifs de droits réels, leur durée ne pouvant excéder, vous le savez, 70 ans, en quelque sorte, parce que cela conduirait à substituer à l'inaliénabilité de fait, à l'inaliénabilité de droit, pardonnez-moi, une aliénabilité de fait, certes temporaire. Toute la question consiste encore, nous l'avons vu, à déterminer si l'État en perçoit réellement les fruits, la propriété autant que la domanité publique paraissant éternellement inachevée, suspendue, le retour des biens autoroutiers dans le giron patrimonial semblant plutôt relever des aventures de Doc et Marty McFly, c'est bien de retour vers le futur, un futur qui tend à se dérober d'année en année à mesure que se prolonge la durée des concessions autoroutières. Alors pour achever le propos, le tropisme domanial peut certes conduire à des excès. Et on a bien conscience d'y avoir certainement succombé un peu, le domaniste étant probablement tenté de voir dans le régime du bien public un peu l'alpha et l'oméga de toute problématique. Par essence, soyons tout à fait clairs, il n'est nullement certain que celui-ci doive être le véhicule de la politique autoroutière. Il reste en revanche plus discutable de constater que le médium, l'instrumentum, à savoir le contrat, prend souvent le pas sur la direction à suivre, en dévoyant les schèmes autant que l'économie générale et la finalité instrumentale des préceptes domaniaux. Au fond, tout se passe un peu comme si la question patrimoniale ne se posait qu'au départ et à l'arrivée du cadre concessif, le long voyage entre les deux confinant celle-ci au statut de passager quasi clandestin. Il serait de ce point de vue d'abord impératif que, avant toute réattribution des futures concessions, si on les réattribue, l'inventaire et la valeur des biens publics mis en concession soient enfin opérés. Le coût des faillites de l'État en matière d'inventaire, mais ce n'est pas nouveau, il n'y a pas qu'en matière autoroutière, se révélant totalement exorbitant. Dans quelques années, enfin, il ne sera pas interdit de mobiliser une vision, patrimonialisée de la problématique, comme du reste le Conseil d'État s'en fait le porte-parole désormais depuis que les provisions pour renouvellement des biens de retour sont assimilées également à de tels biens. Ou peut-être en allant encore plus loin, au-delà des principes d'interdiction des cessions et de location de biens publics à vil prix, instrumentaliser un principe plus large pour amender la liberté contractuelle et proposé récemment par le professeur Caroline Chamarheim, celui d'interdiction des opérations patrimoniales défavorables aux personnes publiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci d'avoir respecté le temps, déjà, premièrement. Et merci aussi pour cette présentation qui montre déjà à la fois les singularités, ce que le professeur Brenet devait présenter, mais certaines singularités par rapport au droit de la dominalité publique, mais aussi donc la très grande complexité des règles qui apparaissent par rapport à cette question. Sans plus attendre, si vous voulez bien, pour 20 minutes. Merci beaucoup. Alors, je vais également remercier Jean-Baptiste Villa de m'avoir invité. Je sais que les intervenants qui ont été sollicités n'ont pas tous réagi spontanément ou avec une très grande vigueur pour participer à ce colloque, sans doute non pas pour l'intérêt du sujet, mais parce que Jean-Baptiste l'a évoqué tout à l'heure, au regard du contexte politique, économique, des opérateurs économiques qui peuvent ici ou là redouter peut-être, je ne suis pas sûr qu'on fasse redouter grand monde d'ailleurs, mais enfin, en tout cas inquiéter éventuellement qu'on couche sur le papier des idées qui seraient un petit peu contestables, ou en tout cas contestées par eux. Alors, le sujet qui m'est donné est un sujet précisément polémique, alors, je leur remercie de me l'avoir confié, qui est celle de la technique de l'adossement. Alors, je vais vous parler de l'adossement en essayant, je crois, enfin je vais essayer en tout cas d'être le plus objectif possible, puisque finalement dans cette technique, c'est un peu la meilleure et la pire des choses. On va voir, tout dépend comment c'est fait, et on va voir l'intérêt, les difficultés du régime juridique de l'adossement et l'usage qui en est fait aujourd'hui par les autorités françaises et le rôle qu'il faudrait peut-être renforcer de l'autorité de régulation des transports dont je parlerai, qui sera un point de clôture pour moi.
Alors, avant de disserter sur l'adossement, il faut d'abord peut-être expliquer ce qu'est la technique de l'adossement. La technique de l'adossement, c'est un processus contractuel qui permet, par le biais d'une prolongation d'un contrat de concession en cours, de faire réaliser et de faire financer de nouveaux investissements par le concessionnaire sortant, sans pour autant, évidemment, qu'on repasse un contrat, puisqu'on prolonge le contrat de celui qui est déjà présent, et avec, évidemment, la possibilité, en tout cas, c'est l'intérêt et c'est présenté comme tel, de ne pas faire supporter le coût de ces nouveaux travaux sur le contribuable, c'est-à-dire le pouvoir adjudicateur, et donc le contribuable, mais plutôt sur l'usager. Alors, sur le papier, évidemment, cette solution paraît presque merveilleuse. Merveilleuse car elle permet finalement d'améliorer en cours d'exécution du contrat les équipements autoroutiers, l'élargissement des voies, la mise à disposition de nouveaux ouvrages, que ce qui est prévu contractuellement, la création de voies nouvelles. Ces coûts, je l'évoquais, ces coûts de travaux nouveaux, quelquefois très importants, n'ont pas à être supportés par le pouvoir adjudicateur, mais sont transférés finalement sur l'usager du service. Donc effectivement, à part différents mécanismes d'ailleurs, puisqu'on aura soit une prolongation du contrat de concession, soit une augmentation du tarif, voire même les deux. Hein, c'est souvent même les deux qui étaient choisis. Et enfin, ces opérations, investissements, travaux, exploitation, sont, je le disais, assurés par l'opérateur économique qui était déjà en place. Et cette prolongation n'est pas considérée juridiquement, ou n'était pas considérée juridiquement, comme étant une modification substantielle, de sorte que l'opérateur présent, titulaire du contrat, n'a pas à se soumettre aux règles de la commande publique une nouvelle fois pour obtenir une prolongation de ce contrat. Alors on le voit, cette technique contractuelle est une technique a priori tout à fait intéressante, et c'est une technique en fait ancienne. C'est vrai que les autorités françaises s'y intéressent finalement depuis pas si longtemps que ça, alors que c'est la Commission européenne qui a examiné ce mécanisme, cette technique d'adossement dès la fin des années 90. Et au tout début des années 2000, on a un certain nombre de décisions qui sont prises. J'en ai relevé quelques-unes qui intéressent la France. La décision du 4 octobre 2000 relative aux concessions autoroutières françaises, la décision du 20 juin 2001 relative à la concession du tunnel de Fréjus, les décisions de 2006 sur l'allongement de la société d'autoroute du tunnel du Mont-Blanc et le tunnel de Maurice-Lemaire, etc., etc. Donc des dizaines de décisions ont été prises, pour certaines pour la France. Et récemment, la Commission s'est prononcée sur des pratiques d'adossement, sur les affaires italiennes et croates en 2018, où elle a autorisé la prolongation de ces contrats, quelquefois pour des durées assez longues d'ailleurs, pour permettre ces investissements supplémentaires. Alors, ce qui est assez peut-être surprenant, un premier élément important, c'est que on peut s'étonner que la Commission s'intéresse et se soit intéressée à cette technique contractuelle par le droit de l'Union, alors que le droit de l'Union, a priori, n'offrait pas de base juridique pour pouvoir le faire. En effet, il n'existait dans les années 90 aucune réglementation spécifique sur ces procédures de passation des contrats de concession. Et on va attendre la directive de 2015 et son entrée en vigueur en 2016, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans plus tard. De la même manière, la jurisprudence Tellostria, qui oblige à respecter le principe de transparence, n'est rendu que le 7 décembre 2000, c'est-à-dire postérieurement finalement aux décisions de la Commission sur la question des concessions, de sorte que on peut dire, tiens, c'est étonnant que la Commission s'intéresse à cette technique-là, alors que juridiquement, elle n'en a pas a priori la compétence. En fait, la Commission va s'intéresser à cette technique, non pas par les règles de la commande publique, ce qui nous intéresse ici, mais par le contrôle des aides publiques. C'est par le contrôle des aides publiques que la Commission va examiner ces techniques d'adossement qui sont nées pas en France, mais qui sont nées dans beaucoup de pays européens, qui se sont dit finalement c'est un moyen de joindre le meilleur des deux mondes, ou en tout cas d'essayer d'y aboutir. Alors, donc on va voir que le droit de l'Union va avoir deux prismes, deux angles d'attaque. D'abord le droit des aides, et puis ensuite le droit des concessions, mais de manière évidemment beaucoup plus récente. A l'inverse, en France, cette technique de l'adossement n'a pas été appréhendée tout de suite, elle a été appréhendée beaucoup plus tard par le Code de la voirie routière, justement pour faire suite aux décisions de la Commission européenne qui s'était prononcée sur différentes prolongations de contrats de concession dans d'autres pays membres de l'Union. Et en France, il faut le dire tout de suite, cette technique de l'adossement n'a pas bonne presse. On va voir, certaines raisons sont fondées, d'autres peut-être moins. Pourquoi ? Parce que cette pratique de l'adossement, elle conduit pêle-mêle à des rentes de situation des concessionnaires, réels ou pas. Elle peut conduire à un allongement déraisonnable des contrats de concession en cours. Elle peut conduire à un renforcement d'un secteur qui est quand même assez largement oligopolistique. Cela peut conduire évidemment à une violation des règles de la commande publique. Et peut-être plus largement encore, et on le voit en ce moment, à une contribution jugée excessive finalement des usagers autoroutiers au financement de ces infrastructures et portant à une augmentation finalement continue des tarifs autoroutiers. Et ça, évidemment, l'usager, lui, le voit. Alors, on va voir que cette technique de l'adossement n'est donc pas appréhendée de la même manière selon qu'on ait un prisme communautaire ou un prisme national. Pour ce qui est du prisme européen,
Je crois aujourd'hui qu'on est en présence d'un cadre juridique européen qui est assez largement stabilisé, sécurisé. On va dire que c'est ça que je vais présenter dans un premier temps. On va voir que le cadre juridique aujourd'hui est plutôt assis sur une pratique décisionnelle, une réglementation qui est assez aujourd'hui connue. Qu'inversement, en droit français, même si le droit français a été modifié, si la loi L'Homme a rectifié un certain nombre de choses, on s'aperçoit que le dispositif n'est pas complètement conforme d'ailleurs au droit de l'Union et qu'il, du coup, continue de susciter, à certains égards, évidemment, des critiques assez fortes, critiques qui pour certaines sont fondées, qui pour d'autres peut-être sans doute être contestées. Alors, je le disais, le cadre juridique européen est un cadre juridique européen qui est sécurisé, parce qu'en fait, la légalité de l'adossement, aujourd'hui, en droit de l'Union, est toujours examinée au regard de deux piliers. D'abord, le droit des aides d'État, ça continue à être un élément important de l'examen de compatibilité par la Commission européenne. Et puis, évidemment, plus récemment, avec l'adoption des directives concession, le respect spécifique des directives concession qui permettent, dans certaines hypothèses, de modifier un contrat en cours sans avoir à recourir à une nouvelle procédure de publicité de mise en concurrence. Alors, pour ce qui est d'abord du respect du droit des aides d'État, la prolongation de ces contrats de concession autoroutière ont très tôt en fait été qualifiés par la Commission d'aide publique. Pourquoi ? Parce que quand vous prolongez un contrat, en réalité, de quelqu'un qui en est le titulaire, finalement, vous répondez aux critères de la qualification juridique d'une aide. Simplement, pour qu'on soit en présence d'une aide, il y a 4 critères cumulatifs qui doivent être remplis. Il faut que la décision de prolonger, en l'occurrence, un contrat de concession soit une décision imputable à l'État, ce qui est évidemment le cas, ou d'une autorité concédante. Il faut que cette mesure implique une charge pour l'État. C'est le cas ici, puisque c'est par définition la renonciation à une recette, puisque si on avait passé un nouveau contrat, on aurait pu négocier une nouvelle recette. Il faut que ça procure un avantage particulier au titulaire du contrat, ce qui est le cas, puisqu'on va lui confier des droits d'exploitation nouveaux, on va prolonger son contrat, on va peut-être éventuellement lui permettre d'augmenter le montant de ses redevances. Il faut que cet avantage soit un avantage sélectif, favoriser un opérateur plutôt qu'un autre. On favorise qui ? Évidemment, le titulaire du contrat en place. Et il faut que cette mesure affecte ou soit susceptible d'affecter les échanges. Or, aujourd'hui, c'est le cas, puisque, évidemment, tant que les concessions autoroutières étaient éventuellement exercées directement par l'État, sans publicité, sans mise en concurrence, en gestion directe, et qu'il n'y avait pas de concurrence sur le secteur, on pouvait continuer ainsi. À partir du moment où on rentre dans le champ concurrentiel, il y a différents opérateurs, le fait de prolonger le contrat du concessionnaire en cours, par définition, lui accorde un avantage sélectif. Donc on voit bien que la difficulté, c'est que la Commission a appréhendé la technique de l'adossement comme étant par principe attributive d'une aide d'État. Alors le problème, c'est qu'en droit des aides, on le sait, là encore, normalement, une aide, elle est considérée comme incompatible avec le traité. Sauf si la Commission décide de dire que cette aide est finalement compatible parce qu'elle répond à un certain nombre de conditions qui figurent dans le traité. Et la Commission va avoir finalement une approche assez libérale de cet examen de compatibilité en se fondant, non pas sur les dispositions classiques de l'article 107 du traité, mais en se fondant sur l'article 106, paragraphe 2, qui globalement est la possibilité pour la puissance publique de compenser le coût d'un avantage, le coût d'une charge, qui ne pourrait pas être supporté par un opérateur économique normal. Donc je vous impose des obligations de service public, et l'opérateur, en réalité, s'il fonctionne dans le cadre de son contrat tel qu'il est prévu, ne pourrait pas faire face à cette obligation. Et alors à ce moment-là, la jurisprudence prévoit, le texte, l'article 106, paragraphe 2, qui n'a rien de nouveau, qui existe depuis 1957, autorise la personne publique à accorder une aide pour compenser le coût de l'obligation de service public que l'on impose. Donc c'est sur le fondement de l'article 106, paragraphe 2, que la Commission va valider un certain nombre de décisions d'adossement, en disant, mais finalement, cette décision d'adossement permet à l'opérateur de faire face à ses obligations de service public. Évidemment, la contrepartie, elle est d'ordre procédural d'abord, c'est que chaque fois qu'une autorité concédante veut, par la technique de l'adossement, augmenter les tarifs, prolonger la durée du contrat, ça suppose qu'elle attribue une aide. Et si elle attribue une aide, elle ne peut le faire que si elle notifie préalablement sa décision à la Commission et qu'elle en obtient l'autorisation, y compris en termes d'importance, de durée, de volume de ces aides allouées. La France s'y est soumise, c'est ce qu'elle fait notamment à l'époque. La durée de concession, des sociétés ATMB, TML et APPR, le 22 février 2006, où la Commission va autoriser la prolongation, alors, prolongation importante, 15 années de concession pour ATMB et 46 pour celles exploitées par la société. Donc on a des très longues prolongations de contrats de concession.
en estimant que finalement, ces prolongations de contrats de concession ne font que, pour résumer, compenser le coût des obligations de service public imposées par l'autorité concédante aux concessionnaires. En clair, c'est l'idée qu'il y a une juste compensation, sachant que la juste compensation, attention, n'implique pas un simple remboursement à l'euro. La jurisprudence et aujourd'hui l'encadrement en matière d'aide d'État prévoit que quand vous prenez en charge une obligation de service public, vous avez non seulement le droit évidemment à un remboursement de l'ensemble des coûts qui vous sont imposés, mais vous avez également le droit à ce que l'on appelle un bénéfice raisonnable. Donc, interdiction des surcompensations, mais droit à une compensation qui doit vous permettre de dégager un bénéfice raisonnable dans le secteur, avec toute la difficulté évidemment de savoir ce qu'est un bénéfice raisonnable. Bon, la Commission a continué à mettre en place ce système à partir des années 2000 et a continué, malgré l'arrivée d'une directive concession en 2014, à appliquer, à vérifier systématiquement que la prolongation du contrat ou que l'augmentation éventuellement des tarifs ne conduisait pas à accorder une aide incompatible parce que surévaluée par rapport aux contraintes de service public imposées. On a deux décisions relativement récentes de 2018, une qui concerne l'Italie, une qui concerne la Croatie. Et à chaque fois, la Commission a autorisé la prolongation de ces contrats en prenant systématiquement d'ailleurs les mêmes critères, c'est-à-dire la réalisation d'infrastructures qui sont jugées indispensables à la prise en charge d'une mission d'intérêt général, permettre une mise aux normes des équipements, une extension du réseau d'autoroutes, une participation au développement des réseaux transeuropéens, une fluidification, une sécurisation du trafic. Donc ce sont les critères classiques. Ces fonds publics ont été considérés comme proportionnés aux contraintes imposées par la personne publique, et avec systématiquement d'ailleurs, c'est un point important, une augmentation marginale des coûts supportés par l'usager de la concession autoroutière. Ça, c'est un élément central aujourd'hui dans la pratique décisionnelle de la Commission, ce qui n'était pas le cas à la fin des années 90. Depuis 2016, 2017, 2018, dans toutes les décisions prises par la Commission en matière de prorogation ou d'adossement, la Commission veille à ce que l'augmentation soit marginale pour l'usager. Donc on le voit, le plan de relance français a fait l'objet d'un mécanisme de notification identique, décision de la Commission du 28 octobre 2014 qui a validé donc le plan de relance autoroutier. En 2015, je rappelle qu'ici, ce plan de relance autoroutier par le biais d'une technique d'adossement, c'est quand même 3,27 milliards d'euros en contrepartie d'un allongement de la durée des concessions autoroutières, ici de manière beaucoup plus limitée, entre 2 et 4 ans. On n'est pas du tout sur les concessions autoroutières ou les décisions de 2000 qui avaient été prises à l'époque en France sur des durées beaucoup plus longues. À ce premier contrôle, donc, je n'ai pas fait attention à l'horaire, pardon, merci, super. Merci beaucoup. À ce premier contrôle s'ajoute un second contrôle, et je vois que je suis déjà très en retard, qui est le contrôle d'exécution aujourd'hui des contrats de la commande publique. C'est-à-dire que la Commission, elle commence d'abord par vérifier s'il n'y a pas une violation du droit des aides, et puis ensuite elle regarde, puisque maintenant le cadre juridique existe, si les règles relatives à la passation des concessions, si ces règles sont effectivement ou non respectées. Alors, ce n'est pas très surprenant du point de vue du droit de l'Union, puisque ce n'est pas parce qu'en droit des aides d'État, vous examinez la compatibilité d'une mesure ou d'une autre, que vous pouvez vous exonérer du respect des autres règles communautaires. En fait, on ne peut pas autoriser une aide publique, même si elle correspond à l'article 106, paragraphe 2, si par ailleurs, cette mesure venait contrevenir une autre politique communautaire, droit de la concurrence, politique de l'environnement, politique des transports, etc. Donc il y a l'obligation de mener cet examen de front. Alors, ce qui est plutôt facile pour la Commission européenne, c'est que les directives concession, et d'ailleurs les directives marché de la même manière, prévoient des hypothèses, je vais peut-être m'arrêter mais rapidement là-dessus, prévoit des hypothèses qui permettent en fait ces modifications des contrats de concession ou des marchés publics d'ailleurs, ce qui nous intéresse ici c'est évidemment les contrats de concession, de manière assez souple dans deux séries d'hypothèses. Pour les spécialistes des marchés publics ou des contrats de concession, c'est l'article 43 de la directive qui prévoit, et reprise évidemment par le Code de la commande publique, qui prévoit qu'il y a deux hypothèses dans lesquelles on peut prolonger, modifier un contrat de concession en cours si, premier cas de figure, on est en présence de travaux et de services supplémentaires qui sont réalisés par le concessionnaire et qui sont devenus en fait nécessaires. Nécessaires du fait de l'évolution technique, nécessaires du point de vue de l'entretien des ouvrages. Évidemment, si tout ça n'était pas prévu au contrat et qu'on se retrouve finalement face à presque une obligation de nécessité, on dit il faut absolument réaliser ces travaux, c'est important, pour améliorer la fluidité du trafic, pour améliorer la sécurité des ouvrages, etc. Il faut le faire. Dans cette hypothèse-là, la modification du contrat est possible, elle n'est pas considérée comme substantielle si un certain nombre de conditions sont remplies, notamment évidemment des raisons économiques et des raisons techniques qui montrent qu'on ne peut pas changer en fait de concessionnaire en cours d'exécution du contrat parce que lui,
c'est celui qui exploite. Et donc, si on veut faire réaliser cet ouvrage rapidement, il faut forcément le prévoir et le rajouter dans le contrat de concession. Et deuxième limite, assez importante évidemment, mais qui est quand même très large, c'est la possibilité de prévoir un avenant, mais un avenant qui peut aller jusqu'à 50% en termes de montant du contrat initial. Donc ça veut dire qu'on peut prévoir des travaux très importants, jusqu'à 50%, et on arrivera à justifier le fait qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle au sens du droit des contrats publics, de sorte que on n'est pas obligé de se soumettre aux règles de publicité de mise en concurrence. C'est sur fondement-là que la Commission a, en 2018, 14 juin 2018, pour la première fois, a accepté la prolongation d'un contrat de concession en Croatie, et quelques mois plus tard, également en Italie. Donc, possibilité pour la Commission d'encadrer ces techniques de l'adossement. Je vérifie le droit des aides, je vérifie que les hypothèses de modification des contrats de concession en cours sont en l'espèce respectées, et donc la Commission peut valider ce changement. Alors ce qui est intéressant quand même pour terminer sur ce premier point, je n'ai terminé que le premier point, mais je vais faire le deuxième beaucoup plus vite, et pourtant le plus important quand même, c'est que sans réglementation dédiée, ce qui est intéressant, c'est que la Commission s'est quand même saisie de cette question de la technique de l'adossement en s'appuyant soit sur le droit des aides d'État, soit sur le droit des contrats de concession, alors qu'il n'y avait pas de réglementation ad hoc en la matière. Alors cette pratique de l'adossement, évidemment, elle va être reprise en droit français, mais elle va être reprise dans un cadre juridique qui reste encore très largement contesté. Alors je vais aller vite sur les raisons objectives et un peu plus longuement, dans le temps qui me reste, sur les raisons subjectives. Il y a des raisons objectives, tout d'abord, qui justifient le fait que la réglementation française est très largement contestée. Raison objective, c'est que la réglementation, finalement, nationale, elle n'est que récemment et elle n'est qu'imparfaitement stabilisée. Je crois que c'est un point important et on verra les raisons subjectives ensuite. Sur les raisons, donc, une réglementation nationale tout juste stabilisée, oui, le droit national n'a fait sa mue que récemment avec une nouvelle mouture de l'article L122-4 du Code de la voirie routière. Or, en fait, quand on regarde la version de l'article L122-4, avant la réforme loi Lhomme et après la réforme loi Lhomme, je dirais qu'il y a eu des progrès, mais ces progrès ne sont pas suffisants à mon sens. Avant, pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, l'article L122-4 ne faisait référence au droit de la commande publique. À aucun moment, ce qui est quand même surprenant. De la même manière, l'article L122-4 ne faisait pas non plus référence au respect de la réglementation du droit des aides. Pas un mot. J'ajoute que, on va le voir, l'article L122-4, s'il a réglé le premier problème, puisqu'il dit sous réserve de respecter les règles de la commande publique, il n'aborde absolument pas la question du droit des aides. Ce qui est un peu surprenant dans une volonté de remettre, je dirais, en phase la législation française avec la réglementation communautaire. En outre, et de manière assez paradoxale, c'est pas si paradoxal que ça, puisque c'est souvent un travers français, vous savez qu'on surtranspose souvent beaucoup, on interdit plus que ne le prévoit le droit de l'Union. Ici, ça ne fait pas exception. Parce que quand vous relisez l'article L122-4 avant la loi du 24 décembre 2019, on s'aperçoit que le cadre français est plus restrictif que ce que permettait la réglementation européenne. C'est-à-dire que la réglementation européenne, on n'était pas obligé de modifier des ouvrages qui étaient des accessoires directs de l'ouvrage principal. Alors qu'en droit de l'Union, on pouvait le faire. Donc on pouvait tout à fait rajouter dans le contrat de concession des ouvrages qui n'étaient pas directement liés avec l'ouvrage principal. En droit français, on avait quand même restreint les choses, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, c'est d'ailleurs la version aujourd'hui finale, mais par contre, je le disais, de la même manière, on ne faisait ni référence au droit de la commande publique, ni référence au droit des aides d'État. Pour autant, ça n'a pas empêché le Conseil d'État, à plusieurs reprises, et notamment dans un arrêt du 23 décembre 2016, Société des autoroutes Rhône-Alpes, de considérer que cette technique de l'adossement était parfaitement conforme à la réglementation française et parfaitement conforme à la réglementation communautaire, ce dont je doute. Peut-être conforme à la réglementation nationale, sans doute, réglementation communautaire, sans doute pas, puisqu'effectivement, on avait un problème de notification de la mesure à la Commission. Bon, je ne reviens pas sur la nouvelle mouture de l'article L122-4, mais l'article L122-4, je le disais, permet aujourd'hui, tout de même, d'encadrer l'adossement. Il reste que, et c'est mon dernier point, je vais essayer d'aller vite, mais malheureusement, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus important. Les projets d'adossement continuent désormais d'être portés, et on a une décision tout à fait intéressante qui vient d'être rendue le 28 janvier 2022 sur l'affaire du contournement ouest de Montpellier, le COM. Or, on retrouve ici, finalement,
je dirais, les aspects positifs et les aspects négatifs de la réglementation française et donc de l'appréhension par le droit français de la technique de l'adossement. Tout est finalement cristallisé dans cette décision, dans l'avis de l'autorité de régulation des transports, dans l'avis du Conseil d'État, dont je regrette qu'il ne soit pas publié, et finalement dans le décret tout récent de février 2022. Alors, cette réécriture, je disais, de l'article L122-4, malgré la légalisation finalement de cette technique de l'adossement, elle a toujours mauvaise presse. Elle a toujours mauvaise presse et on comprend pourquoi, je l'avais évoqué, la reconduction par nature des concessionnaires, la rente des situations de ces derniers, un allongement des durées excessives, etc. etc. Mais aussi parce que, et l'autorité de régulation des transports le pointe dans son avis de janvier 2022, il y a quand même une tendance, on va dire, sans qu'elle soit générale, une tendance à ce que le concessionnaire rajoute des opérations qui sont pourtant déjà incluses dans le cahier des charges. Donc évidemment, ça peut être la possibilité de faire financer ce qui normalement devrait déjà être financé dans le cadre du contrat de concession. De la même manière, on a un problème sur la maîtrise des coûts avancés par les concessionnaires. Les concessionnaires expliquant que les coûts de travaux sont en réalité, selon l'ART, très largement surévalués. Il y a une sous-évaluation des recettes. De la même manière, cette absence de maîtrise des coûts, évidemment, conduit à une problématique beaucoup plus large qui était évoquée tout à l'heure par Christophe Roux. C'est est-ce que les usagers, finalement, autoroutiers, vont encore supporter longtemps l'augmentation des tarifs ? Avec une situation tout à fait intéressante dans l'affaire du COM, puisque dans l'affaire du COM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la volonté, dans le cadre d'un traité d'adossement, de permettre le raccordement de 2 bretelles d'autoroute sur une voirie qui restera gratuite. Ce qui veut dire qu'en réalité, on fait, contrairement à ce qu'on fait en droit public depuis toujours, c'est-à-dire qu'on fait supporter sur l'usager du SPIC le financement et la mise en place d'une infrastructure autoroutière qui va être gratuite. Or, la jurisprudence là-dessus est constante. On ne peut pas faire supporter à l'usager du SPIC le financement de missions qui ne relèvent pas du service public qui est lui-même délégué. Alors, il y a un tour de passe-passe qui consiste à dire, c'est ce que fait d'ailleurs le Conseil d'État, qui consiste à dire, oui, mais en réalité, cette partie-là, cette bretelle-là, elle va être remise dans le cadre du contrat de concession, mais il reste que, on avoue, et le RT le montre, l'utilisation de cette bretelle n'est pas forcément liée à l'utilisation de l'autoroute. C'est-à-dire vous pouvez prendre cette bretelle sans prendre l'autoroute, et donc ça veut dire qu'en réalité, l'usager ici ne va pas supporter le coût d'une infrastructure nouvelle, très bien, fluidité du trafic, amélioration de la qualité du service, peut-être lutte contre amélioration de la qualité environnementale, mais in fine, on a un coût qui est supporté sur l'usager du SPIC et qui n'est pas, qui n'est pas supporté par l'usager de la voirie qui a été mise en place. Alors, cette technique de l'adossement, et je finis, promis, cette technique de l'adossement, il me semble quand même qu'elle a de beaux jours devant elle, grâce au rôle qu'il faudra sans doute renforcer ici de l'ART. Donc je regrette que les gens de l'ART ne soient pas là parce que j'étais plutôt favorable à l'analyse qui a été faite dans cette décision, dans son avis du 28 octobre 2021. Si vous lisez attentivement l'avis de l'ART, on s'aperçoit que l'ART se livre à une analyse très précise de l'avenant, puisque l'avenant est proposé évidemment par l'État dans le cadre du contrat de concession avec ASF, et l'ART dissèque l'avenant en regardant chacun des points. Et elle va même beaucoup plus loin, l'ART. L'ART propose même un schéma alternatif. Elle dit, d'abord, elle examine les 3 projets d'avenant, elle vérifie le caractère non prévu de l'opération. Est-ce que ce n'était pas prévu? Parce que si c'était prévu, c'est dans le contrat de concession, pas de raison de le financer. Est-ce que le caractère de l'opération de l'adossement est un caractère accessoire de l'opération? Est-ce qu'il y a un véritable contrôle et une remise en cause des dépenses des recettes prévisionnelles de l'opération? C'est ce que fait l'ART en disant il y a une surévaluation des charges et il y a une sous-évaluation des recettes. Il y a un vrai examen bilan coût-avantage de l'opération, de sorte que l'ART nous dit, même à la fin, parce qu'elle laisse la porte ouverte, dit mais finalement il y a 2 solutions. Soit vous êtes sur une technique d'adossement, avec 2 variables à l'intérieur, enfin 2 hypothèses à l'intérieur sur lesquelles je ne reviens pas. Soit, pourquoi pas, ne pas passer un contrat ad hoc. Pourquoi ne pas passer un contrat de concession ad hoc, comme ça s'est fait par exemple chez moi, à Lyon, les Lyonnais connaissent bien l'affaire avec Théo. C'est-à-dire que ce contournement, il aurait pu être tout à fait adossé à un contrat de concession autoroutière, mais il a fait l'objet d'un contrat spécifique. Ça change beaucoup de choses, parce que qui dit passation d'un contrat spécifique dit qu'on va remettre en relation directe l'usager du SPIC, évidemment, et
le financement, la construction, l'exploitation de l'ouvrage. Ça veut dire aussi qu'on va rouvrir une période de publicité de mise en concurrence pour permettre éventuellement à un opérateur alternatif de candidater et d'obtenir le marché. Et ça veut dire évidemment qu'on a aussi un contrôle beaucoup plus fort, aujourd'hui d'ailleurs, sur la capacité à déterminer un cahier des charges que sur la modification d'un cahier des charges existant, dans lequel on rajouterait une bretelle d'autoroute ou une voie ouverte à la circulation, sans qu'on sache véritablement, puisque en réalité, le concessionnaire dispose, et ça a été dit ce matin par Jean-Baptiste Villa en introduction, qui dispose, lui seul, finalement, de la totalité de ces chiffres. Alors, pour terminer, je crois que l'autorité, on a aujourd'hui un cadre juridique qui est, me semble-t-il, sécurisé, puisqu'on sait qu'il faut respecter le droit des aides, qu'on sait qu'il faut respecter le droit des concessions. On a une instance spécialisée qui est l'ART. On a un contrôle européen qu'il ne faut pas oublier, in fine, de la Commission européenne, qui peut être saisie à n'importe quel moment si un des concurrents évincés estimait en l'espèce qu'il y a surcompensation, et donc la Commission serait parfaitement compétente pour contrôler ou non l'existence d'aides d'État. Et donc, je pense que ce qui serait peut-être souhaitable, et l'exemple du COM en est, à mon avis, une magnifique illustration, c'est que l'avis de l'ART ne soit pas un simple avis simple. Pourquoi ne pas imaginer que l'ART dispose d'un avis conforme ? Je dis ça d'autant plus que ce qui me surprend, encore une fois, c'est que l'avis rendu par la section du Conseil d'État, la section administrative du Conseil d'État, est un avis secret. L'avis n'est pas publié, et ensuite on a directement un décret. Donc on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui s'est passé au sein du Conseil d'État, dans quelle mesure les choix... Alors bien, on voit le résultat final, on voit que c'est la technique de l'adossement qui a été privilégiée, mais si l'ART disposait évidemment d'un pouvoir au moins d'avis conforme, c'est un avis très fort, ce serait co-auteur de la décision, ça obligerait sans doute l'État à justifier de ses choix et dire pourquoi telle technique a été employée et pourquoi telle autre a été, au contraire, écartée. Je ne crois pas que, comme toujours en droit, l'adossement soit, par définition, une technique contractuelle qu'il faille nécessairement écarter. Elle peut être très bonne dans certaines hypothèses, elle peut être contestable dans d'autres. On voit bien en réalité qu'il ne faut pas oublier néanmoins une chose importante, et je finis là-dessus, c'est que l'adossement, c'est une exception aux règles. Exception aux règles du droit des aides d'État, puisqu'il faut considérer que c'est une aide compatible sur le fondement de l'article 106, paragraphe 2, et exception aux règles de la commande publique, puisqu'il faut rentrer dans les deux hypothèses de l'article 41, soit B, soit lettre D. Or, une exception, vous le savez, est toujours d'interprétation stricte. Et donc, je crois qu'au lieu d'appliquer mécaniquement, il faut peut-être essayer de challenger, de discuter, de voir finalement si la technique de l'adossement, en l'espèce, est la meilleure. Pas d'anathème, mais un examen concret. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, peut-être avant la pause, quelques questions à nos intervenants qui viennent de s'exprimer. Moi, éventuellement, une question par rapport à ce que vous évoquiez sur la notification. En fait, le vrai problème, entre guillemets, sur cette technique de l'adossement, c'est qu'en partant du principe que ça peut être une compensation de service public, il n'y a pas de notification obligatoire. Alors, pas exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notification obligatoire si on est dans un cadre qui est un cadre spécifique, qui est celui aujourd'hui de l'encadrement des aides d'État et l'application de l'article 106, paragraphe 2. Pour autant, la Commission européenne, on n'est pas dans le jurisprudence Altmark. Ça veut dire que ça ne dispense pas l'autorité publique aujourd'hui de notifier à la Commission européenne. Certes, en fait, comme vous avez l'encadrement, vous savez si l'aide qui va être versée, elle va être a priori présumée compatible. Mais cette présomption de compatibilité n'exclut en rien le contrôle a posteriori de la Commission. Et deuxième élément important, et ça, à mon avis, c'est ce qui va se passer, je pense rapidement, c'est que les opérateurs qui seront évincés de ces pratiques d'adossement, parce que finalement, évidemment, s'il y a adossement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise sur le marché du contrat, ça veut dire que potentiellement un opérateur espagnol, italien ou allemand dirait « mais moi, j'aurais pu tout à fait candidater si on avait attendu la fin normale du contrat ». Lui, il est pleinement fondé aujourd'hui à porter plainte à la Commission en disant « en réalité, le gouvernement français ou un autre a mis en place une technique d'adossement de modification contractuelle, mais en réalité, il y a surcompensation du montant des avantages offerts. Et donc, il y a aide. » Et là, la Commission, alors certes, elle a l'opportunité de poursuivre ou pas, sauf qu'aujourd'hui, le process qui pèse sur la Commission est quand même beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a quelques années. La décision de refus d'ouverture, par exemple, est une décision qui fait un recours devant le tribunal de première instance de l'Union. Et donc, je pense que c'est un levier quand même assez efficace pour un concurrent évincé que de faire porter l'affaire et de la faire trancher par la Commission européenne. D'accord. Monsieur le vice-président ?
Oui, juste presque plus des réactions que des questions, mais sur l'adossement, moi je ne pense pas qu'il faille supprimer forcément cette possibilité d'adossement. Là, en l'occurrence, on parle de concessions historiques et de contrats dans lesquels on se rend compte que en fait, il y a une nette surcompensation à l'adossement, aux avantages qu'on peut tirer effectivement de travaux, et c'est ça qui pose un gros problème. Donc l'adossement par principe, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le cadre de concessions, mais en l'occurrence sur cette affaire des concessions historiques, je pense que c'est pas une bonne chose. Et ça, on l'a démontré. Ensuite, sur l'avis conforme de l'autorité de régulation des transports, on a discuté, hein, on l'a pas retenu comme proposition dans notre rapport, c'était une discussion qu'on avait. Il nous a semblé que c'était peut-être donner un peu trop de pouvoir à une autorité dite indépendante, bien qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Voilà, l'indépendance se discute aussi, mais en tout cas, c'est peut-être donner un petit peu trop de pouvoir. Donc c'est là où on s'est dit, mais c'est vrai que dans le cadre du contournement de Montpellier, là, l'avis est quand même bien argumenté et on a en face assez peu de réponses et d'arguments opposés à cet avis. Donc c'est quand même pas satisfaisant du tout sur le fond. Je vous rejoins parfaitement. Il est clair que la technique de l'adossement, la technique de l'adossement sur des contrats qui ont déjà 20 ans, on voit bien qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, la logique même, la modification d'un contrat, y compris dans le droit de la commande publique, c'est pas de permettre la prorogation interminable du contrat de concession qui a été passé, puisque la logique, c'est plutôt de mettre fin au contrat et d'en passer un autre si on n'est pas d'accord avec le contrat. D'autant que, comme vous le disiez en propos introductif, et j'étais sensible à l'argument, c'est vrai que les contrats qui ont été passés à l'époque, c'est quand même des contrats passés avec soi-même. On a les mêmes problèmes aujourd'hui sur les contrats qui sont passés par les collectivités locales avec les sociétés publiques locales. Les contrats passés entre les communes et les SPL posent un certain nombre de problèmes, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on contracte avec soi-même. Sauf qu'il y a quand même une autre personnalité juridique. Et puis, l'affaire des SEMCA est intéressante, parce qu'on ne pouvait peut-être pas imaginer à l'époque que le capital des SEMCA serait privatisé, et que finalement, le soi-même est devenu un tiers. Et donc, là, je vous rejoins parfaitement. Je pense que là, ces techniques d'adossement ont un intérêt pour les contrats qui ont été passés postérieurement, finalement, aux années récentes, une dizaine d'années. Sur la RT, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'évidemment, on n'était pas dans le secret, j'étais pas dans le secret de cette réforme. Mais je pense qu'il faut peut-être éviter de se méfier des autorités de régulation. Je ne dis pas qu'elles sont forcément exemptes de tout reproche, mais une autorité de régulation, elle va s'autonomiser au fur et à mesure de son activité, de son expérience. On peut estimer que l'autorité de régulation des transports, à force d'être saisie d'un certain nombre d'affaires, si elle est composée par des gens compétents et indépendants, ce qui a priori est le cas, et cet avis rendu par l'ART sur le contournement ouest de Montpellier, à mon avis, le démontre. Donc peut-être est-ce qu'il faudra faire évoluer la réglementation, je ne sais pas, mais on voit bien que ça, c'est les limites quand même d'un avis simple. C'est parce que l'ART, elle donne un avis, il est peut-être très bien détaillé, je crois qu'il est très bien détaillé, il est très intéressant, mais en fait, on ne sait pas du tout ce qu'en fait l'État, quoi. Et ça, est-ce que le verre n'est pas dans le fruit à partir du moment où on ne veut pas reconnaître à une autorité de régulation un pouvoir décisionnel? Je note par exemple que certes, les autorités de régulation ne sont pas des autorités de la concurrence, elles sont un peu différentes. Mais enfin, on se posait exactement les mêmes questions quand l'autorité de la concurrence a été créée en 1986. À l'époque, on avait dit oui, mais on ne va pas laisser à un juge autonome comme ça le soin de contrôler les comportements anticoncurrentiels de l'État. La preuve en est, c'est qu'on a laissé au ministre de l'économie et des finances pendant des années le soin de se prononcer sur une décision de concentration, alors que l'autorité de la concurrence ne rendait qu'un avis. Vous voyez, donc peut-être que le temps fera son œuvre, mais je pense qu'il ne faut pas partir nécessairement du principe que l'autorité de régulation des transports est inféodée à l'État ou qu'elle le serait. Je pense que c'est justement en lui donnant un pouvoir d'avis conforme que vous arriverez à autonomiser, qu'on arrivera à autonomiser l'ART et qu'on fera de l'ART une autorité de régulation et une autorité décisionnelle qui portera véritablement une analyse financière qui était vraiment de très bonne facture, je trouvais, dans cet avis. Je partage tout à fait votre avis sur l'expérience du régulateur qui a besoin de se faire pour qu'il soit pleinement efficace. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Monsieur le député. Merci. Une question à Monsieur Roux. J'ai trouvé l'exposé passionnant, le second aussi sur l'adossement. Comment analysez-vous la loi climat, mais surtout la loi 3DS
qui n'est pas encore promulgué, mais qui vient d'être voté sur les possibilités d'expérimentation par la région. Comment l'analysez-vous du point de vue de la domanialité? Je profite d'avoir la parole, Olivier Jacquin, sénateur. Sur vos derniers mots sur les autorités de régulation, moi j'ai plutôt assez confiance. Je vois même ART, les travaux qu'elle mène sur un dossier où elle est plus acculturée, le ferroviaire, un dossier que je suis particulièrement aussi. Et si vous écoutez l'avis de Bernard Romand de la semaine dernière sur le futur contrat de performance de SNCF Réseau, qui va faire que, alors qu'on a des incantations sur plus de ferroviaires, le prix des billets de train va augmenter, je peux vous dire que c'était bien une autorité indépendante qui parlait. Voilà, je vous remercie. J'avoue que mon avis est fort limité sur le projet de loi 3D. Je crois qu'en fait, ça ne fait que prolonger un mouvement plus largement de décentralisation patrimoniale qui est vraiment déjà à l'œuvre depuis longtemps. Alors, le problème de ça, bon, je dirais que pour une fois, je trouve que la méthode est plutôt bonne. Pour reprendre le cas des routes, qui est un bon exemple, quand elles avaient été transférées aux collectivités territoriales en 2005, si je ne dis pas de bêtises, on était typiquement dans le cadre d'une décentralisation que d'aucuns ont pu considérer comme une décentralisation contrainte, hein, où en gros les départements étaient quand même pas tous bien contents de choper les routes nationales, surtout que le transfert de ressources équivalentes n'a pas été parfaitement assuré. Là, je dirais que l'expérimentation, entre guillemets, permet du sur-mesure, hein, potentiellement, et peut-être associe davantage, par essence, la collectivité territoriale à la prise en charge de cette compétence. Après, pour être tout à fait franc, sur la loi 3DS, je n'avais pas vu, est-ce qu'il y a une disposition qui prévoirait que la gestion même des autoroutes soit... Est-ce que c'est... Je vous avoue que j'en avais pas du tout connaissance. Dans le fond, j'en pense là aussi pas grand-chose. Il y a quand même un truc qui m'a un petit peu gêné, et j'avoue que j'ai pas complètement la réponse. Je vous ai pas évoqué le fait que le domaine public autoroutier est un domaine public d'État, mais qu'il y avait quand même quelques collectivités qui s'étaient vues transférer des autoroutes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans cette hypothèse-là, ces autoroutes gardent leur statut autoroutier, mais ne font plus partie nécessairement de... Enfin, voilà, c'est vraiment juste le statut autoroutier qui reste, on va dire les règles qui s'y appliquent, mais pour le reste, il n'y a pas application du reste. Alors après, pour les autoroutes, je sais pas, disons que, à mon sens, c'est quand même une propriété qui est souveraine, hein, on l'a déjà dit, hein, les autoroutes qui sont en lien avec le maillage du territoire. Voilà, j'avoue que je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de confier ça aux collectivités territoriales. Je ne sais pas si c'est aussi transféré, si c'est pas transférer une patate chaude aux collectivités, entre guillemets. Oui, ma question va à l'endroit du professeur Kapenschiff concernant une alternative à la technique de l'adossement avec la conclusion du contrat ad hoc. Quel est l'intérêt de conclure un contrat ad hoc, sachant que l'on veut que l'utilisation du nouveau tronçon soit gratuite? Bon, comment on fait pour financer cela? Non, là, en l'espèce, effectivement, si c'est pour passer un nouveau contrat de concession pour que l'usager ne paie rien, on va avoir un problème, parce qu'il faut bien qu'il ait des recettes. Donc, ce que disait l'ART, c'est pas ça. Ce que disait l'ART, c'est, écoutez, si vous voulez passer un nouveau contrat, au lieu de l'ajouter en fait, à un contrat de concession, passez un nouveau contrat, mais effectivement, ce nouveau contrat va être payant. Dans le cas de l'exemple de Théo à Lyon, vous avez aujourd'hui un contrat spécifique sur le contournement de Lyon. Et donc là, il y a un coût d'usager. Et ce qui est montré d'ailleurs dans les études sur Théo, c'est assez intéressant, c'est qu'au départ, quand ce contrat a été passé, tout le monde avait dit non mais de toute façon le coût est prohibitif, les Lyonnais ne prendront jamais Théo. En fait, on s'est aperçu que c'est un contrat qui marche du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que évidemment l'usage et l'intérêt qu'offre aujourd'hui cette traversée de Lyon sous un tunnel est sans pareil. Vous gagnez un temps absolument colossal. Donc ça a permis une fluidité du trafic et finalement les usagers ont été prêts à payer parce qu'ils avaient un service qui était vraiment un service de qualité. Mais effectivement, la problématique qui était posée à Montpellier était un peu différente parce qu'à Montpellier, vous aviez les collectivités locales qui voulaient absolument que ce tronçon reste gratuit, mais ils ne voulaient absolument pas, parce que c'était le montage de départ. Je rappelle qu'au départ, c'était l'État et les collectivités locales qui devaient financer.
Et les collectivités ont dit non, non, nous on ne finance pas, donc allez voir avec l'adossement. Et l'État a dit nous non plus, il faut qu'on trouve une solution. Puis, en fait, personne ne voulait payer, mais tout le monde voulait avoir un passage gratuit, ce qui est assez commun. Et donc, c'est pour ça que la technique de l'adossement a été retenue. Mais effectivement, vous avez raison. Si on passe un contrat ad hoc, là, ça va être difficile de ne prévoir aucune redevance pour les usagers. Oui. Alors juste, parce que si on ne peut pas perdre trop de temps, Jean-Baptiste, juste une petite remarque, et après on fera la pause 10 minutes, à 11h10, on reprend. Oui, je voulais juste me permettre de rajouter un ou deux points, parce que le professeur Karpenschiff parlait de décisions de la Commission européenne en 2000 et en 2014. Et c'est vrai que elle fait son office. La situation n'est pas tout à fait les mêmes. Je pense que vous avez eu raison de le préciser. À l'époque, quand on est en 2000 quand même, les SCA sont à capitaux publics. Autoroute de France, départements, communes. Enfin, quelque part, je parle sous votre contrôle puisque vous êtes bien plus spécialiste que moi sur le sujet. On est un peu dans cette période du montage in-house qui apparaît. Vous m'aviez invité à Lyon pour les 20 ans d'une fameuse jurisprudence de la Cour de justice. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. D'ailleurs, l'augmentation de durée, c'est une moyenne de 12,5 d'années dans les contrats. En 2014, alors, ce qu'il faut quand même préciser, on a eu ça en 2000. En 2001, 3 mois après, on a une première ouverture de capital. En 2002 aussi. 2005, validé, finalisé en 2006 sur une opération à 17 milliards d'euros. Je ne peux pas croire que l'histoire a été montée 3 mois avant. Mais bon, et après en 2014, effectivement, il y a une autre décision de la Commission, je ne vais pas y revenir, on y reviendra après, juste pour essayer de coupler un élément de réflexion des deux interventions très intéressantes. Je crois qu'on est aussi ici avec une vraie problématique dans ces contrats, c'est la notion de risque. J'entendais Pierre Copé, le président de Vinci Autoroute, pour ceux qui ne le connaissent pas, dire en commission d'enquête parlementaire, les concessions, c'est un véhicule d'investissement. Alors, il complétait en disant le concessionnaire a l'assurance d'être remboursé. Non, plus depuis 2014, quoi. Et l'entrée en vigueur du Code de la commande publique au 1er avril 2019. On dit quand même que le concessionnaire doit être exposé à des aléas de marché, quitte à ce qu'il subisse des pertes. Donc ça, je pense qu'on a encore un tout petit delta pour adapter cette notion de risque. Mais je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, la notion de risque. J'investis, enfin, on te demande d'investir, en échange, je te confie un droit d'exploiter, et pendant ce temps-là, tu assumes un risque. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre au milieu de tout ça. Juste, je ne vais pas prolonger le débat, mais en fait, cette thématique-là, dans le cas des contrats de concession, n'est évidemment pas liée ne se résume pas à la question des autoroutes. Je veux dire, vous avez aujourd'hui ces problèmes-là dans les délégations de services publics en matière de remontée mécanique. J'ai l'occasion d'y travailler en ce moment beaucoup. Lisez les rapports de la Chambre régionale des comptes, par exemple, sur Tignes, parce que c'est public, je peux en parler. La Chambre régionale des comptes parle quand même d'un contrat qui devient en réalité léonin. C'est ce qui est écrit, léonin pour la collectivité concédante. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... alors, ça tombe bien parce que c'est l'État aussi, c'est la Caisse des dépôts et consignations, c'est la CDA. Donc, c'est très bien, mais... c'est très bien pour l'État. Sauf que les intérêts des collectivités locales concédantes ici sont aussi lésés. Et on sait qu'il y a eu un certain nombre d'affaires en matière de remontée mécanique qui montrent que, justement, la durée du contrat, le montant des investissements, les risques pris par le délégataire ne sont pas suffisants, en fait. Ne sont pas suffisants parce qu'en vrai, on se retrouve très vite dans des rentes de situation. Et, donc, la notion de risque, elle est évidemment très intéressante, elle est revenue au cœur du sujet parce que maintenant on a une réglementation sur la passation des contrats de concession. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de tout développer, mais c'est pour ça que je pense que l'avenir de ces techniques d'adossement passe peut-être plus finalement par le contrôle des contrats de concession, avec l'existence d'un risque, l'absence, il faut éviter qu'il y ait une annihilation complète du risque, que par le contrôle des aides d'État. En fait, aujourd'hui, on a un outil ad hoc, ce qui n'était pas le cas. Donc, quand la Commission s'est prononcée sur les premières techniques d'adossement, le seul outil dont elle disposait était le contrôle des aides. Donc, évidemment, elle l'a employé. Aujourd'hui, on a un deuxième outil qui me paraît, à mon avis, plus opérant et plus lié à la question de la modification, de la prolongation de ces contrats, puisque finalement, c'est un contrat de concession. Concession autoroutière ou remontée mécanique ou ce que vous voulez, d'autres, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. C'est le même raisonnement juridique. Et donc économique. Bien, merci à vous deux pour vos interventions et vos réponses aux questions. Vous aurez peut-être l'occasion d'avoir d'autres questions éventuellement après la table ronde.